Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour notre 7e cours intitulé Présence africaine dans les musées d'Europe, 7e cours et 3e cours Corona, donc dans ces circonstances ou dans ces conditions un peu particulières puisque je ne vous vois pas, mais ça ne nous empêche pas de continuer et d'essayer de travailler. Le cours d'aujourd'hui s'intitule « La méthode scientifique » et il est consacré à un troisième type d'acteurs qui ont contribué à la constitution des collections africaines dans les musées européens, les scientifiques, les ethnologues, les anthropologues. Donc après avoir évoqué les militaires, les missionnaires, nous en arrivons aux universitaires et aux spécialistes d'ethnologie dans les musées. Je résume très rapidement les cours précédents. Il a d'abord été question au XVIe siècle de la venue d'objets faits pour le public européen, pour les collectionneurs européens dynastiques et pour les cabinets de curiosité. Puis nous avons évoqué les explorateurs et leurs différents modes d'acquisition d'objets par l'achat, par les échanges, par les dons. Et nous avons évoqué aussi les échecs, les obstacles qui ont pu s'opposer à eux lors des tentatives d'acquisition de pièces qu'ils auraient aimé envoyer dans les métropoles. Dans la séance intitulée « De grands musées vides », nous avons évoqué les années 1880 avec d'une part le partage de l'Afrique entre les puissances européennes et d'autre part la constitution des grands musées ethnologiques pour constater qu'il y avait un lien étroit entre la géographie coloniale, la chronologie coloniale et la constitution, la composition des collections africaines dans les musées d'Europe, qu'il s'agit de grandes villes comme Paris ou de villes de moindre envergure comme Stuttgart. Vous voyez ici la statistique qui porte sur le musée de Stuttgart. Au 1, 2, 3, 4, 5e cours, nous avons évoqué la prise de trophées militaires et leur présence dans les musées européens aujourd'hui, où ils sont encore parfois présentés comme des trophées. Et puis, la semaine dernière, nous avons évoqué le travail ou l'œuvre ou les pratiques des missionnaires qui, au nom du Christ, au nom de la conversion ou dans la foulée de la conversion des populations locales à la foi chrétienne, se sont appropriés un certain nombre d'objets, pas seulement des objets rituels, mais aussi, et de manière privilégiée, des objets rituels, des objets dédiés aux cultes locaux qu'ils étaient en passe d'éradiquer. Et nous avons évoqué notamment l'exposition missionnaire de Rome de 1925 et le type d'objets envoyés dans les collections européennes. Et nous voici aujourd'hui donc en présence des scientifiques et des scientifiques à la fois universitaires et des scientifiques de musées, comme vous le verrez. Le cours s'articule en 3 volets qui s'intitulent d'une part La loi des séries, deuxièmement Frobenius et troisièmement Raid scientifique entre guillemets puisqu'il s'agit d'une citation, j'y reviendrai. Et le document du jour aujourd'hui n'est pas comme d'habitude celui que vous voyez en arrière-plan, mais un document qui m'a été inspiré par l'actualité et par cette photographie qui montre un scientifique, donc un conservateur de musée à Berlin, en costume de désinfection, avec une surblouse, des gants, un appareil respiratoire, des lunettes et un masque de protection qui fait face à un masque africain originaire de la région du Congo que cet observateur très équipé regarde droit dans les yeux. Cette photographie illustre bien le cours ou en tout cas fait écho aux questions que nous allons poser dans ce cours, la question de l'accès scientifique à des pièces qui, dans leur contexte d'origine, ont de toute autre fonction, donc leur transformation par le musée en objet scientifique d'une part, mais aussi, et c'est le lien avec l'actualité, le fait que par ou dans le processus de muséalisation, un très grand nombre de pièces venues d'Afrique au sud du Sahara, mais pas seulement, ont été traitées au cours des années 20 et des années 30 avec des biocides, des substances chimiques destinées à les désinfecter, substances chimiques qui font que ces collections aujourd'hui
sont contaminées, infectées, que pour certaines d'entre elles ou pour certains objets, on ne peut plus les toucher, les approcher qu'avec des précautions infinies. Et ces précautions ont mené ces derniers jours le conservateur des collections africaines de Berlin à annoncer fièrement que les musées de Berlin allaient offrir leurs gants et leurs masques aux hôpitaux de Berlin pour lutter contre le coronavirus. Et on est donc avec ce don annoncé ici sur Twitter, et vous voyez le tweet de Jonathan Fine, fier d'annoncer ce don. On voit combien les collections africaines et extra-européennes dans les musées ethnologiques en Europe, pas seulement en Allemagne et dans toute l'Europe, sont elles aussi d'une certaine manière contaminées à différents degrés, mais au sens chimique du terme également. Je reviendrai sur la carte qu'on voyait en arrière-plan, exceptionnellement, donc plus tard dans le cours. Première partie, la loi des séries. Alors, les musées, lorsqu'ils collectionnent, et en particulier les musées d'ethnologie, les musées ethnographiques, leur nom varie au moment de leur création au XIXe siècle, ont une idée principale ou un concept qu'ils suivent jusqu'à l'époque actuelle, qui est le concept de la série. Il a été énoncé par les premiers directeurs de musées, par les premiers ethnologues, donc ceux qui étudient les cultures par le biais de leur culture matérielle. Vous voyez ici Adolf Bastian, le spiritus rector des musées de Berlin, grand américaniste, qui écrit en 1899 « Tout musée d'ethnologie doit viser l'objectif qui guide aussi les musées d'histoire naturelle, l'exhaustivité scientifique au sein de sa discipline. Le musée zoologique considère toutes les espèces animales. Le musée botanique ne s'autorise aucune lacune lorsqu'il choisit les formes caractéristiques. De même, le musée d'ethnologie doit-il rendre compte de tous les peuples vivant sur la Terre. Et non seulement de tous les peuples, mais de toutes les catégories d'activités de ces peuples. Il y a un souci, un désir, un fantasme, une hybris d'exhaustivité qui est à l'origine de la création des musées d'ethnographie, d'ethnologie au sens où nous les connaissons aujourd'hui. Cette prise de position de Bastian, que j'évoquais à l'instant, se retrouve dans d'autres contextes culturels, notamment en France. Vous voyez ici sur la droite Ernest Ami, le fondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui ne dit pas autre chose lorsque, autour de 1900, il écrit « L'étude de toutes les manifestations matérielles de l'activité humaine appartient à l'ethnographie, et donc à ces musées, alimentation et logis, habillements et parures, armes de guerre et instruments des travaux de la paix, chasse, pêche, cultures et industries, moyens de transport et d'échange, fêtes et cérémonies civiles et religieuses, jeux de toutes sortes, arts plus ou moins développés, tout ce qui, dans l'existence matérielle des individus, des familles ou des sociétés présente quelques traits bien caractéristiques, est du domaine de l'ethnographie et de ses musées. » Avec cette idée d'embrasser toutes les cultures matérielles de tous les peuples du monde, le musée se donne une tâche qui est une tâche systématique, donc non seulement de collecte massive, mais encore d'élaboration de séries, puisqu'on va tenter de couvrir non seulement tous les domaines, mais aussi toutes les variations entre ces domaines. C'est particulièrement net quand on regarde les premières publications scientifiques liées à ces musées ethnographiques, par exemple celle produite par le musée du Congo à Bruxelles, actuel Africa Museum de Tervuren, qui, dans la forme de ces publications et dans leurs propos, ont une ambition scientifique, d'une part, qui s'appuie beaucoup, pour une grande partie, et le musée du Congo à Bruxelles n'est pas le seul dans son cas, c'est commun, cette pratique est commune aux musées et aux ethnographies européennes, où il s'agit de s'appuyer donc sur l'étude de séries. Vous voyez au titre de cette publication, c'est-à-dire note analytique sur les collections ethnographiques du musée du Congo, publiée par la direction du musée, tome 1, Les arts, religion. Donc, vous voyez au titre, au format de cette publication, au grand format, à son caractère périodique, l'ambition scientifique du travail opéré dans les musées. Et si on ouvre
ce volume, on trouve à de nombreuses reprises des illustrations qui montrent, qui font comprendre combien la série est importante pour ces hommes, pour cette ethnographie de musée qui va comparer des évolutions à l'intérieur de ces séries. Je vous montre, je zoome sur une des pages de cet ouvrage où de profil sont représentés 4 statues de bois originaires du Congo, d'après l'article qui les entoure. Le titre ou la légende qui accompagne ces 4 profils est type de transformation d'un trait caractéristique par exagération graduelle. Manifestement, il s'agit du nez ici, puisque sur le profil en bas à gauche, il s'agit d'un nez de proportion, disons, naturelle qui s'allonge jusqu'en haut à droite pour devenir un nez en croche qui rejoint l'arcade sourcilière. Et le texte qui accompagne cette illustration est le suivant. L'art des Congolais, comme celui de tous les primitifs, est nettement réaliste. Leurs modèles sont toujours empruntés aux sources naturelles et l'imagination semble avoir chez eux un rôle secondaire. S'ils n'arrivent à faire que des copies maladroites, infidèles ou déformées malgré leurs indéniables qualités d'exécution, il faut en rechercher les causes principales dans l'insuffisance de leurs moyens techniques et dans la grande difficulté qu'ils éprouvent à saisir la valeur comparative des détails ou tout au moins à l'exprimer matériellement. On voit qu'il s'agit ici d'une lecture qui parle d'un point de vue européen, à partir d'un modèle qu'il faudrait réussir à obtenir, et ce qu'on ne réussit pas à obtenir est donc maladroit, ou c'est parce qu'on a une insuffisance de moyens. Donc il s'agit bien d'une lecture de surplomb de l'européen qui interprète les formes et les aptitudes plastiques des sculpteurs et des artistes du Congo à partir d'un barème ou d'une grille de lecture européenne qui, de toute évidence, ne correspond pas aux intentions et à la manière de faire des artistes. Mais par ce texte, ou par cette illustration, je voulais principalement montrer combien la série est importante dans cette logique du musée ethnographique, ethnologique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, jusqu'à l'heure actuelle. Idée de série qui se décline sous différentes formes dans les musées d'Europe. Je vous montre ici une carte d'Afrique qui est une des formes de déclinaison de cette obsession de la série, une carte de l'Afrique publiée par qui représente les collections africaines des musées de Berlin dans l'année 1911. Et cette carte est hachurée, comme vous le voyez, hachurée selon le principe suivant. Il est indiqué que les hachures serrées noires représentent les régions ou sont portées sur les régions où les collections sont complètement ou presque complètes, ganz oder nahezu vollständige Sammlungen. Ensuite, des hachures horizontales écartées représentent d'assez bonnes collections, ziemlich gute Sammlungen. Des pointillés représentent des schlechte, sehr lückenhaften Sammlungen, c'est-à-dire des collections mauvaises et très lacunaires. Et puis les espaces blancs représentent les régions d'Afrique pour lesquelles les musées de Berlin n'ont pas ou presque pas de collection. Ce qui est intéressant dans cette légende, c'est de voir que donc certaines régions d'Afrique, et d'ailleurs on ne s'en étonne pas, il s'agit des régions colonisées par l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale ou des protectorats allemands, représentent des séries pratiquement complètes et qu'il est question sinon de régions pour lesquelles on a des collections que lacunaires. La lacune étant l'ennemi du musée ethnographique, ethnologique et l'ennemi des scientifiques de musée dans ces années charnières autour de 1900 et ça continuera de l'être jusqu'aux années 40. Ici, donc, il s'agit de créer des séries, de remplir des séries. Et d'ailleurs, l'idée selon laquelle on peut avoir des collections presque complètes pour certaines régions paraît étrange, puisque, évidemment, on ne peut pas collectionner toutes les cultures matérielles des pays. Mais ça montre combien l'ambition était grande d'en avoir le plus possible et qui couvre les domaines les plus vastes possibles. Marcel Mauss, le grand Marcel Mauss, qui autour de 1907 a écrit un document
resté longtemps inédit sur les musées européens, les musées ethnologiques européens, ou plutôt sur la situation des musées ethnographiques français en comparaison avec les musées européens, écrit à propos des musées allemands, dont on vient de voir ici la carte pour ce qui concerne l'Afrique. En Allemagne, dans leurs musées, et à Berlin en particulier, toutes les parties du monde sont représentées, écrit-il, dans un texte inédit donc, de 1907, publié récemment par Jean-François Berthe. Toutes les parties du monde y sont représentées. Toutes les pièces se présentent avec des garanties remarquables et sont entourées de descriptions exactes et indispensables. Toutes les questions de classement sont résolues par des hommes de métier. Tous les objets sont étudiés avant d'être classés et catalogués. Le travail matériel est doublé d'un travail scientifique. Quant à ce travail scientifique, il est fait dans les meilleures conditions par les savants les plus qualifiés, etc. Ici, Mauss donc, revient d'abord sur la complétude des musées allemands. Toutes les parties du monde sont représentées, mais aussi sur le caractère scientifique, sur l'appareil scientifique qui accompagne les pièces présentées ou conservées dans les musées berlinois, appareil scientifique qui fait la qualité de ces musées. Alors, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est de voir comment, à contrario, Mauss juge les collections françaises et la scientificité des collections françaises d'une part, et d'autre part leur complétude, donc leur éloignement face à cet idéal, ou la distance à atteindre face à cet idéal d'exhaustivité. Il écrit, toujours dans le même texte, « Le musée d'ethnographie du Trocadéro n'a pas de catalogue, et nous ne savons pas s'il a un chiffre d'inventaire. On dit qu'il contient peut-être 50 000 objets, on dit qu'il y a encore d'innombrables caisses à déballer. Les salles obscures où il est relégué, les vitrines, sortes de boîtes, d'armoires d'exposition, sont pleines. Mais quelles que soient les critiques qu'on peut faire à ce musée et à sa précédente administration, il faut rendre cette justice à celle-ci. Pendant de longues années, on a beaucoup fait au Trocadéro, beaucoup avec rien et sans personnel. Malgré tout, il y a là des collections. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quelques bonnes séries africaines provenant exclusivement de nos colonies françaises. Certes, aucune de ces séries n'est vraiment complète, du moins à ce qui est exposé, mais il y a d'excellents éléments. Cependant, s'il y a déjà un noyau important, qui comptera les lacunes? On voit bien ici donc que dans le cas de l'Afrique, en France, certaines séries, pour reprendre ce terme commun aux ethnologues et au personnel de musées ethnologiques dans les années 1900, donc l'idée de série est bien ancrée et qu'on mesure la qualité d'un musée à la qualité, à la complétude, à l'exhaustivité de ces séries et donc de ces lacunes. Et ici, il est question principalement des lacunes. Mauss continue, le musée du Trocadéro est actuellement inutile. On est en 1907, alors bien longtemps avant sa transformation en musée de l'homme, dans les années 30. Là, on est, avant la Première Guerre mondiale, dans une situation où le musée semble être très en retard scientifiquement par rapport à ses homologues du reste de l'Europe. Le musée du Trocadéro est actuellement inutile, sans valeur, sans intérêt pour l'éducation. Il est même sans pittoresque. Il est déshonorant pour la science française. Si on refuse de le doter convenablement, nous proposons à l'État d'en faire l'économie. Des magasins où les objets déposés en vrac seront au moins passés à la naphtaline vaudraient infiniment mieux. On ne verrait rien, mais rien ne pourrirait. Ici, un jugement très sévère à l'égard du musée Trocadéro. C'est moins le jugement sévère qui m'intéresse pour nous, mais pour cette question du drive, de la motivation des musées et qui va toucher en particulier donc notre sujet à nous, qui est le sujet de l'Afrique, une Afrique qui doit être représentée de manière la plus complète possible, la plus complète et la plus scientifique. Quelques années plus tard, dans les années 20, dans son manuel d'ethnographie, Marcel Mauss revient sur ce qu'il faut faire pour qu'une collection soit non seulement complète, mais scientifiquement utile, scientifiquement correcte. Je vous cite un seul court passage de ce texte très important. Il, d'abord, fait le lien entre l'ethnographie et les musées. Branche de l'ethnographie descriptive, la muséographie enregistre les produits d'une civilisation, tous les produits sous toutes leurs formes.
tous les produits sur toutes leurs formes, je ne commente plus. Et la muséographie et l'ethnographie sont liées. On voit bien qu'ici, ce lien est extrêmement important à souligner puisque l'ethnographie travaille sur les cultures matérielles et que ces cultures matérielles sont présentes soit sur place, soit dans les musées. Il continue, les collections de musées sont le seul moyen d'écrire l'histoire des peuples extra-européens sous-entendus. Le collecteur s'attachera à composer des séries logiques en réunissant si possible tous les échantillons d'un même objet en dimensions, formes, etc., sans craindre les doubles et les triples. La localisation est absolument nécessaire. Sans elle, l'objet ne peut entrer dans aucun musée. Fixer l'aire d'extension où l'objet recueilli est en usage. Donc, là encore, la question des séries et des séries bien documentées. Chaque objet, poursuit-il, recevra un numéro porté à l'encre, renvoyant à un inventaire et à une fiche descriptive, donnant les renseignements sur l'usage et la fabrication de l'objet. La fiche descriptive sera accompagnée de plusieurs annexes, en particulier une annexe photographique et, si possible, une annexe cinématographique. Un dessin sera joint chaque fois qu'il faudra. Ici, avec ce texte, on a une description exacte d'une pratique qui est déjà établie depuis longtemps lorsque Marcel Mauss l'écrit pour la France dans les années 20, établie depuis longtemps dans d'autres pays et dans d'autres musées d'Europe, une pratique qui transforme donc les objets venus d'Afrique au sud du Sahara, qui les transforme en objets d'études scientifiques. On a vu dans les précédentes séances qu'à chaque moment d'extraction, de ponctionnement, de prise, ces objets changent de statut. Ils peuvent devenir trophées militaires, ils peuvent devenir pièces à conviction pour les missionnaires, et ils deviennent aussi des pièces d'études scientifiques pour lesquelles la série est extrêmement importante, puisque, comme on l'a vu, la série permet de dessiner des évolutions. J'insiste beaucoup sur ce point parce qu'on le verra dans notre dernière séance. Lorsqu'on évoque les restitutions, il se trouve parfois des conservateurs qui expliquent qu'on ne peut pas restituer quelques objets de leur série parce que si on en enlève quelques-uns, du coup, la lecture de l'ensemble devient impossible. Et c'est vraiment extrêmement important d'avoir ceci à l'esprit. Je vous montre quelques-unes de ces cartes, les célèbres cartes du Musée de l'Homme, les cartes à 12 points. Vous en voyez une ici qui porte sur une statuette rapportée d'ailleurs par le missionnaire Tastevin du Congo. Je vous montre une autre fiche d'un autre type issue du musée ethnologique de Bâle. Et vous voyez que ces cartes ont chacune une logique différente ou une mise en page différente, mais qu'elles comportent les mêmes indications, indications d'origine, numéro d'inventaire, nom du collectionneur. Ici, il s'agit bien de Léo Frobenius et d'une pièce qui a été saisie ou prise ou achetée par Frobenius, collectionnée, comme on dit, au sud du Nigeria. Il s'agit d'un bâton d'oracle en ivoire et on voit que c'est Frobenius qui l'a collecté, qu'elle a été vendue sur le marché, qu'elle est arrivée ensuite dans les collections du musée de Bâle. Ces fiches documentent non seulement les objets, mais dans certains cas aussi le moment de leur extraction. Vous voyez ici une fiche documentant le démarouflage de peinture en Éthiopie, dans une église de Gondar. Démarouflage, c'est-à-dire décoller la couche de peinture des murs d'une église. Ces peintures sont aujourd'hui conservées au musée du Quai Branly. Et on voit bien ici sur cette photographie comment Marcel Griaule et un autre membre de la mission Dakar-Djibouti sont en train de détacher cette couche de peinture pour l'emporter ensuite en France. La série est donc et la série et le travail scientifique sur les collections sont finalement l'ADN des musées, et cela explique que dans les dépôts et dans les réserves des musées, comme celle du musée du Quai Branly, où sont présentés les instruments de musique, ici africains, des instruments à cordes, on trouve de longs ensembles, d'importants ensembles d'objets qui se ressemblent presque tous, mais c'est bien dans ce presque que au XIXe siècle et au XXe siècle, les
conservateurs, les experts, les ethnographes et ethnologues de musées trouvent leur plaisir, leur raison d'être scientifique, puisque pour certains, il s'agit de reconstituer donc des évolutions géographiques et chronologiques dans ces séries. Alors, l'objet venu d'Afrique est transformé au cours de sa muséalisation, il est neutralisé, il est fixé, il est inventorisé, cartifié, il fait l'objet de cartes, et il fait aussi l'objet de transactions financières sur lesquelles j'aimerais venir rapidement en évoquant l'exemple ou la carrière d'un très célèbre africaniste allemand, Leo Frobenius, peut-être le plus célèbre africaniste allemand, qui a eu une longue carrière, qui a été un personnage très populaire, un peu sulfureux, qui aime poser, vous le voyez sur cette photographie, encore jeune homme, et qui a notamment publié un grand nombre d'ouvrages qui ont fait date pour l'imaginaire, non seulement pour la science ethnologique, ethnographique européenne concernant l'Afrique, mais aussi pour l'imaginaire lié à l'Afrique jusqu'aux années 1930. Si vous consultez les bases de données, les catalogues des musées allemands et des musées du monde entier, à vrai dire, mais en particulier des musées allemands, vous constatez que souvent, Frobenius a été le premier ou le collectionneur, la personne à qui ces musées doivent de nombreuses pièces. Je vous montre ici un tableau qui montre la provenance de quelques pièces d'Afrique de l'Ouest, de Berlin, du musée ethnologique de Berlin, et vous voyez marqué en jaune la provenance Frobenius, 1904, d'une part, un peu plus loin 1912, 1913. Il s'agit d'un très grand nombre d'objets, de plusieurs dizaines de pièces, en fait, dans certains musées, de plusieurs milliers de pièces rapportées par Frobenius, qui étaient chargés par les musées de compléter leur collection. À propos de celle-ci, donc je vous montre peut-être un peu plus précisément une statuette Yoruba, donc originaire de l'actuel Nigeria, du musée ethnographique de Berlin, qui tient encore son étiquette à la main sur laquelle est écrit Frobenius. Et je voudrais évoquer avec vous, sans entrer dans les détails de la carrière spectaculaire de cet africaniste, qui d'ailleurs a une bonne image parmi ou qui a eu longtemps une excellente image auprès de Léopold Sédar Senghor ou d'Aimé Césaire, les théoriciens de la négritude, puisqu'il il est considéré comme l'un des premiers critiques du colonialisme. Mais donc je n'entre pas dans cette dimension-là de son œuvre, mais plutôt dans ses activités d'approvisionneur des musées allemands notamment, et plus généralement européens, en me transportant avec vous au musée d'ethnologie de Hambourg, qui a changé de nom récemment, qui s'appelle maintenant le Mark, et qui a été installé dans ces lieux que vous voyez ici dans les années au début du XXe siècle. Vous voyez ici une photo historique de ce musée. Alors, l'histoire, et j'ai le volume ici, l'histoire de ce musée nous montre comment, entre 1904 et 1912, Leo Frobenius a envoyé au total près de 10 000 objets à l'occasion de ces différents voyages. Et ce n'est pas l'envoi de ces objets, donc des objets qui ont été envoyés par un spécialiste, par un scientifique, puisque nous sommes dans la question aujourd'hui dans la catégorie des scientifiques, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir comment se sont faits ces envois et quels ont été les contrats qui ont été passés entre Frobenius et le musée. Le musée de Hambourg comporte dans ses archives un très grand nombre de lettres, de correspondances entre le directeur du musée et Leo Frobenius, également des contrats passés entre lui, donc des correspondances, des contrats passés entre lui et le musée, qui nous montrent comment fonctionnait cet approvisionnement. C'est extrêmement intéressant. Ici, vous avez l'une de ces lettres que je projette sans entrer dans les détails, mais je voudrais évoquer simplement ces détails avec vous et montrer comment se sont faites donc ces transactions. En fait, dès 1904, avant son premier voyage au Congo,
Frobenius contacte le musée de Hambourg et propose que s'il rapporte des pièces, elles lui soient payées 10 marks par objet. Et il envisage de partir 2 ans au Congo et il propose donc de rapporter 1000 objets par an qui lui seraient donc payés 1000, donc 2000 objets fois 10 marks, 20 000 marks. C'est la manière dont s'engage la conversation et il demande 5000 marks pour partir. On le voit bien dans ces négociations, dans ces échanges, l'idée c'est que le musée va financer le voyage de cet africaniste et que celui-ci en échange de ce financement va envoyer et vendre en fait des objets. Un contrat est passé en 1904, on s'accorde sur le fait que chaque objet rapporté sera payé 10 marks et sur une avance à faire à Frobenius. Par ailleurs, le musée propose que les photos, les notes, les dessins qui seraient liés à ce voyage soient ensuite acquis par le musée séparément. Le 17 avril 1905, quelques mois plus tard, 20 caisses arrivent à Hambourg avec 2000 objets, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que Frobenius avait proposé à l'origine, puisqu'il parlait de 1000 objets par an. Et là, en 6 mois, il adresse déjà 20 caisses avec 2000 objets de ce premier voyage. Et il propose qu'on les lui rémunère 17 000 marks, c'est-à-dire moins que la rémunération prévue, parce qu'il les a acquises, dit-il, à bon prix. Le 23 novembre, c'est 3100 objets qui arrivent, pour lesquels il réclame 27 000 marks. Et puis, le 21 mars de l'année suivante, il envoie encore 2000 objets, en précisant que 105 masques ont disparu parce qu'ils se sont perdus dans l'eau. Finalement, et je prends ici mes notes, entre 1905 et 1935, à l'occasion de des 12 expéditions qu'il mènera en Afrique, Frobenius va envoyer près de 10 000 objets au musée de Hambourg qui, à un moment, en cours de finance, propose une autre constellation. Il propose que 4 musées se mettent ensemble, celui de Leipzig, celui de Hambourg et 2 autres à trouver, pour que chacun ensuite, donc, finance les voyages de Frobenius et profite ensuite des objets qu'il enverrait. Donc, c'est un véritable consortium d'achat. Je tenais à l'évoquer, même si ce n'est pas très près parce qu'on parle de grandes quantités d'objets et on les regarde peu dans les détails, mais je tenais à l'évoquer parce qu'on pense rarement que ce genre d'envois massifs ont été liés à des transactions financières extrêmement précises, extrêmement négociées. De manière très triste, les près de 9000 objets adressés par Frobenius au musée de Hambourg ont été quasiment toutes détruits de la collection Frobenius en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je passe maintenant à la troisième et dernière partie, qui sera un peu plus longue que le passage sur l'exemple de Frobenius, que j'intitule « Raid scientifique », une expression que j'emprunte à Joly, dont le prénom m'échappe à l'instant, Éric Joly, qui a fait des travaux remarquables sur les premières années de l'ethnologie. Alors, ces raids scientifiques, ces missions scientifiques, comme on les appelle aussi communément, sont organisées par les musées de manière diverse dès la fin du XIXe siècle. L'une des manières qu'ont les musées de faire collecter pour eux est d'abord de mobiliser, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, les acteurs présents sur place dans les régions africaines au sud du Sahara, et en leur expliquant comment collectionner. Je vous montre ici 3 instructions publiées depuis la fin du XIXe siècle par 2 musées allemands, les musées de Berlin à gauche et au milieu, et en 1931 par les musées français. Donc il s'agit d'instructions pour les collecteurs d'objets ethnographiques sur place, publiées, produites, formulées par les musées européens. Il en existe aussi dans le contexte belge, pour que ces collections soient faites, ces séries soient effectuées de manière scientifique et utile pour les musées qui les recevront. Donc on voit bien que les musées ici sont à l'origine de ces collections scientifiques.
collections scientifiques qui ont lieu, donc, ou expéditions scientifiques qui ont lieu dès la fin du XIXe siècle. On a évoqué Frobenius qui prend lui-même l'initiative de ces voyages, mais qui, dans le contexte français, interviennent plus tardivement, entre les années 20 et les années 30, avec l'idée qu'il faut rattraper un certain retard. Donc, je reviens sur la carte évoquée tout à l'heure, qui est reproduite dans ce merveilleux volume Les années folles de l'ethnographie, Trocadéro 1928-1937, publié par le Muséum, qui fait une large part à toutes ces questions de classement, de cartes, d'inventaire, et donc à tout le travail scientifique produit autour des collections. Cette carte montre la destination des missions publiques françaises dans le monde, dirigées donc principalement par Paris. La destination des missions, nous indique la légende, est mentionnée selon les noms de pays ou les territoires entre 1925 et 1939, ainsi que les dates des principales missions et le nom d'un ethnographe représentatif noté sous celle-ci. La mission Dakar-Djibouti, particulièrement, qui est une mission itinérante particulièrement prestigieuse, est notée en rouge, et elle a eu lieu en 1931 et 1932, et la mission de la Korigane est, elle, notée d'une autre couleur, mais elle nous intéresse moins puisqu'elle n'a pas lieu en Afrique. Si on zoome sur le continent africain, on voit que entre ces années 1925, année de la première mission, et la fin des années 30, on a un très grand nombre de missions menées, successives, et parfois à plusieurs reprises, parfois par les mêmes équipes. Je lis simplement cette carte qui évoque en Mauritanie 3 missions en 1934 et 1938, Mali 6 missions entre 1929 et 1937, au Tchad 2 missions entre 1929 et 1935, Soudan 4 missions entre 1930 et 1939, Guinée 2 missions entre 1934 et 1937, Cameroun 6 missions entre 1933 et 1937, Côte d'Ivoire 1 mission en 1936 par Henri Labouret, République du Congo 1 mission 1930, Éthiopie 1 mission, une mission à cheval entre 1928 et 1929 menée par Marcel Griaule, Angola 3 missions de 1932 à 1937, Madagascar 6 missions entre 27 et 1939, et en plus la mission Dakar-Djibouti qui traverse le continent entre 1931 et 1932. On le voit, un très grand nombre de missions donc, et si on traduit ces expéditions en nombre d'objets, on constate qu'elles sont considérables, que le nombre d'objets rapportés est considérable. Il suffit de regarder les collections du musée du Quai Branly pour voir qu'il s'agit parfois de milliers d'objets qui sont rapportés en France et rapportés au musée entre 1925 et 1939, c'est-à-dire, et en fait entre 1925 et 1937 principalement, c'est-à-dire dans un laps de temps extrêmement étroit. La seule mission, par exemple, de Henri Labouret, déjà évoqué au Cameroun, rapporte, je la cherche, bon, je l'ai perdu. En tout cas, on est dans 1245 objets lors de la 3e mission d'Henri Labouret au Cameroun. On est dans un ordre de grandeur extrême qui nous permet de comprendre que ces missions ne sont pas des choses ponctuelles, mais ont vraiment un système. Et si on imagine des régions comme le Mali ou le Cameroun qui font l'objet de plusieurs passages, on comprend, qui s'ajoutent au passage des missionnaires et au passage des militaires, on comprend combien ces missions ont pu extraire très largement le patrimoine matériel de certaines régions particulièrement visées. Je vous montre ici quelques photographies qui documentent le retour ou bien les collectes d'Henri Labouret au Cameroun, publiées dans cette revue Togo-Cameroun en 1935, où l'on voit d'une part sur certaines photographies, donc au musée du Trocadéro, le ministre des colonies qui inaugure ici, le 7 mars 1935, l'exposition de la mission effectuée au Cameroun par M. Labouret. On voit le ministre à gauche et le professeur Henri Labouret, qui lui explique manifestement quelque chose, qui est en train de parler. Une femme à gauche qui n'est pas nommée
dans la légende, et le regard de ces trois protagonistes, on les voit pris dans un échange de regards, alors qu'au premier plan est une pièce, un trône manifestement, ou un siège venu du Cameroun. Dans le même reportage, on voit plus loin deux militaires camerounais, eux-mêmes, alors ils ne sont pas en conversation, mais ils regardent un trône du Cameroun, et cette photographie documente aussi l'étrangeté peut-être de cette muséalisation de pièces qui sont bien familières sans doute à ces deux officiers camerounais, qui les retrouvent ici donc exposés dans un contexte parisien, scientifique, qui donne une toute autre signification à ces pièces. C'était simplement une illustration ici de la publicité faite à ce type de missions, qui ne sont pas des missions qui se passent de manière discrète, mais qui sont bien souvent accompagnées d'une activité médiatique considérable. C'est particulièrement le cas pour la célèbre mission Dakar-Djibouti, très souvent citée parce qu'elle a engagé notamment Michel Leiris, le jeune intellectuel et auteur surréaliste, qui était secrétaire, proche du milieu surréaliste, qui était secrétaire de la mission. Et je voudrais rester un instant, même si elle est bien connue, sur cette mission, parce qu'elle permet de comprendre, là encore, ce qui arrive aux populations africaines ou au patrimoine africain lorsqu'une telle expédition, lorsqu'un tel groupe de scientifiques traverse leur région. Je voudrais le faire en regardant avec vous un instant le projet de loi qui a permis d'assurer les finances de cette mission, projet de loi autorisant le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à participer aux frais d'organisation de la mission Dakar-Djibouti et portant ouverture sur l'exercice 1930-1931 des crédits afférents à cette participation. Alors je vous rassure, on ne va pas tout lire, mais j'aimerais quand même rentrer dans ce texte qui me paraît très significatif et dans certains extraits de ce texte. Exposer des motifs. Écrivent le président de la République, le ministre de l'Instruction publique, le ministre des Finances et le ministre du Budget. Messieurs, au moment où l'exposition de Vincennes va mettre en lumière nos méthodes économiques coloniales, dont le musée permanent des colonies sera la démonstration, il est grandement opportun de donner au monde savant et aux nations étrangères la preuve de l'intérêt que portent les pouvoirs publics à l'étude des civilisations de nos possessions d'outre-mer. Premier paragraphe qui rappelle le lien étroit donc entre l'entreprise économique de la colonisation et le rôle, la fonction du musée dans cette constellation. Le musée n'étant pas simplement un lieu destiné à la beauté, on est bien dans un moment d'affirmation nationale. Il s'agit ici, par le musée, de montrer que les pouvoirs publics français, montrer aux autres que les pouvoirs publics attachent de l'intérêt à leur colonie. L'ethnologie des peuples primitifs n'est pas seulement précieuse à l'étude de l'homme préhistorique dont elle restitue le milieu et de l'homme moderne en qui elle s'est évoquée des références millénaires, elle apporte aux méthodes de colonisation une contribution indispensable. L'ethnologie est une science qui sert l'entreprise et les méthodes de colonisation, une contribution qui conduit à une exploitation plus rationnelle des richesses naturelles. Alors là, on est vraiment, c'est extrêmement explicite. L'ethnologie, en prélevant des richesses culturelles, double en fait l'exploitation des richesses naturelles. Il y a une même logique d'exploitation culturelle d'une part destinée à l'étude des populations colonisées et naturelles, d'autre part destinée à des bénéfices économiques. C'est pour des raisons aussi diverses que depuis un demi-siècle ont été fondés par les nations étrangères de vastes établissements comme le Musée du Congo de Bruxelles, l'Institut colonial d'Amsterdam, Washington, etc., tous systématiquement enrichis par des récoltes de grandes missions ethnologiques. Puis, dans la suite de ce projet de loi, ceux qui l'ont rédigé témoignent du retard qu'a pris la France, et on est bien dans les années 30, et de l'idée selon laquelle les autres nations ont déjà récolté tout ce qu'il y avait à récolter, et donc de l'urgence à agir et à financer une mission d'envergure. Il faudrait agir sans retard, du fait du contact chaque jour plus intime des Européens et des indigènes,
Des institutions, des langages, des techniques disparaissent et les objets sont drainés par les collectionneurs ou les missions étrangères, nous dit-on. Dotée des ressources nécessaires, la mission Dakar-Djibouti pourra constituer méthodiquement et sur le vif des collections d'une valeur bien supérieure aux dépenses engagées et dont il ne serait plus possible, d'ici quelques années, d'enrichir nos musées, même en disposant de crédits illimités. La mission se livrera sur des faits à la veille de disparaître, à des enquêtes qui donneront lieu ultérieurement à d'importantes publications. Loin de se borner à ses propres travaux, elle communiquera aux coloniaux ses méthodes, encouragera leurs recherches, établira des relations durables entre eux et les établissements scientifiques de la métropole. Tout ça est extrêmement explicite. Il s'agit de gagner beaucoup en dépensant peu, de gagner d'importantes collections qui deviennent de plus en plus coûteuses sur le marché de l'art européen à cette époque-là. On y reviendra la prochaine fois. Il s'agit donc de se servir sans trop dépenser et de créer un lien étroit entre les personnels coloniaux présents sur place et les musées, les établissements scientifiques de la métropole. Ici, on est vraiment au cœur d'un système d'exploitation culturelle coloniale qui double, je le disais, et c'est très explicite, c'est très bien dit, l'exploitation des richesses naturelles. D'ailleurs, le terme de collecte et de récolte va bien dans la même métaphore de la prise de produits agraires notamment, sauf que dans le cas des produits culturels, après la récolte, rien ne repousse. On est extrêmement bien informé, bien renseigné sur la mission Dakar-Djibouti. Elle a fait l'objet de publications remarquables. J'évoquais Éric Joly tout à l'heure. Les cahiers Dakar-Djibouti est un gros volume publié il y a quelques années qui reproduit tous les documents utiles à cette mission, photographiques et les textes. Les travaux consacrés à Michel Leiris, que vous voyez ici, aux jeunes et moins jeunes Michel Leiris, notamment des expositions présentées ces dernières années, font une large part à cette mission Dakar-Djibouti. Et Michel Leiris lui-même, secrétaire de la mission, a publié à ce retour ce célèbre ouvrage « L'Afrique fantôme » en 1934, dans lequel il décrit les méthodes employées par ces scientifiques. Il les décrit avec un certain malaise et il formule son malaise, tandis que le chef de cette mission, Marcel Griaule, décrit les mêmes méthodes, mais sans évoquer le malaise. Je vous lis un passage très souvent cité, bien connu, mais il me paraît important de le relire pour comprendre combien ces missions scientifiques ont été aussi des missions accompagnées d'une certaine violence symbolique ou réelle. Griaule décrète et fait dire au chef de village que puisqu'on se moque décidément de nous, il faut, en représailles, nous livrer le kono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à Sannes, où ils s'expliqueront devant l'administration. Affreux chantage. En même temps, Griaule envoie Lutaine aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer une grande toile d'emballage pour envelopper le kono, que ni les femmes ni les incirconcis ne doivent voir sous peine de mourir. Griaule et moi demandons que les hommes aillent chercher le kono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet sain dans la bâche et sortons comme des voleurs, cependant que le chef affolé s'enfuit et, à quelque distance, fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants, qui n'ont pas le droit de voir cet objet sacré, en les frappant à grands coups de bâton. Nous traversons le village devenu complètement désert et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en hâte, au milieu de l'ébahissement général et parés d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants et osés. Donc ici, on est bien dans le cas d'un échange, d'un achat, si on veut, si on regarde de manière juridique. 10 francs ont été donnés. 10 francs en 1931, ça correspond au prix d'une douzaine d'œufs dans les crèmeries parisiennes. Le prix moyen à l'époque d'un masque dans les collections, dans les ventes aux enchères à Paris est de 200 francs. Donc on voit bien qu'on est face à une somme dérisoire pour la prise d'un objet que les populations n'auraient cédé à aucun prix.
le kono ou boli, le voilà, c'est un objet zoomorphe. Il en existe plusieurs dans les musées, y compris notamment à Bamako, au Mali. Objet donc dont la mission Dakar Djibouti s'empare et que Michel Leiris va décrire scientifiquement en montrant notamment, en dessinant notamment un profil que vous voyez sur cette fiche de l'objet et du tube qui le traverse de ce que Michel Leiris appelle la bouche à l'anus, un tube rempli d'un contenu mystérieux, en tout cas qui n'est pas révélé puisqu'il s'agit d'un objet aux vertus magiques et invisibles. Donc il ne s'agit pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ici, Leiris se met en quête ou décrit ce qui se passe avec cet objet sacré. Vous voyez la fiche qui lui est liée au musée, ensuite au musée de l'Homme. La mission Dakar Djibouti, donc qui est extrêmement bien documentée, sur laquelle on pourrait tenir sans doute des propos plus riches et plus nuancés, qui dépasserait considérablement le cadre de ce cours, permet de rapporter à Paris environ 3000 objets qui sont exposés dans une spectaculaire exposition à leur retour et qui sont aujourd'hui présents dans les collections du musée du Quai Branly. Voilà, j'arrête après avoir évoqué donc des exemples qui sont ponctuels mais qui représentent la manière de travailler des savants et des scientifiques européens dans cet esprit de complétude, d'exhaustivité et de série. Je m'arrête donc sur cette image représentant l'exposition de la mission Dakar Djibouti et je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine pour l'avant-dernier cours qui s'intitule Marché et musée, où il sera question notamment du marché de l'art dans les années 30. Je vous remercie.